On va parler des travaux à présent. À part si vous avez des questions, peut-être, quelques instants. Non, c'est bien? Allez, on avance. Alors, attends. Parce que du coup, là, si je dis pas de bêtises, donc là, c'est moi qui présente la partie d'abord. Ok. Et après, je reprends la pause. Et après, tu reprends. D'accord. Allez, on parle de travaux. C'est moi qui m'en occupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la préparation de chantier? Donc, les travaux, déjà, c'est pas que je suis sur le chantier, je vais suivre les entreprises. C'est pas que ça. Il y a déjà toute la préparation avant, tout ce qui est réglementaire et qui est lié autour de ce point-là. Alors, premièrement, vous devez faire afficher votre permis. Afficher votre permis. Alors, c'est pas ça que vous faites. Hein, c'est pas ce document-là. C'est un panneau de chantier que vous pouvez aller acheter chez Bricoman, ce genre de choses. Vous le voyez souvent. Il y a écrit en général défense, interdit au public, ce genre de choses dessus. Et vous allez avoir des éléments nécessaires comme la date d'acceptation du permis, le numéro du permis, la raison sociale de la personne qui a acheté, ce genre de choses. Alors, il y a plusieurs éléments à savoir, c'est que à partir du moment où vous allez avoir votre permis, il faut l'afficher, d'accord ? Une fois que vous l'avez affiché, il y a 2 mois de recours des tiers. C'est-à-dire 2 mois pendant lesquels, en gros, le voisinage peut contester en disant non, ça met en péril ou ça me gêne pour X raison, et du coup peut contester le permis. Bon, ça veut dire que si vous commencez les travaux entre guillemets avant la fin des recours des tiers, potentiellement, vous prenez le risque. Alors autant sur certains petits travaux, il y a peu de risque, mais vous prenez malgré tout le risque que quelqu'un qui vienne se plaindre et qui du coup fasse casser votre permis. C'est possible. Il faut le savoir. Alors, comment on peut s'assurer finalement du passage du recours des tiers? Puisqu'il doit être affiché pendant 2 mois pendant au moins 2 mois après l'obtention du permis. Il y a plusieurs manières de le faire constater. Premièrement, il y a le constat d'huissier. Donc, vous devez faire un constat d'huissier lorsque vous allez le poser. Vous faites un constat d'huissier 1 mois après, et vous faites un constat d'huissier à la fin. D'accord ? Donc, il y a 3 constats d'huissier potentiellement à faire. Un constat d'huissier, c'est 250-300 €. Donc, déjà, ça fait une somme. Il y a d'autres méthodes. Alors, moi, je ne les ai pas faites, honnêtement. Voilà, je suis honnête. J'ai posé mon permis et j'ai rien fait. Et du coup, je me suis rendu compte que j'ai fait une belle connerie. Et du coup, maintenant, je suis embêté parce que du coup, j'ai pas purgé mon recours des tiers. Alors, il y a d'autres méthodes. Une autre méthode, c'est tout simplement de prendre une photo, d'accord, le jour où vous affichez le permis. Vous l'envoyez en courrier recommandé à vous-même. Vous n'ouvrez pas le courrier surtout. Et du coup, vous avez le cachet de la poste qui fait foi, et comme vous avez la preuve du coup qu'il était bien affiché ce jour-là. Vous faites la même chose au bout d'un mois, vous faites la même chose au bout de 2 mois. Comme ça, vous avez ces 3 documents-là. Donc c'est une méthode qui vous permet, vis-à-vis après, lorsqu'il y aura une problématique et lorsque vous serez éventuellement devant une décision de justice, de pouvoir sortir ces documents-là et de les ouvrir du coup que à ce moment-là. Et après, alors il y parlait de méthode on va dire de témoignage. Il conseille que, en gros, si vous faites une crémaillère lorsque vous achetez, vous invitez du monde, vous installez votre panneau de chantier, et puis tout le monde signe comme quoi il a bien vu que vous avez posé un panneau de chantier. Bon, c'est un peu plus limite à mon avis, mais bon. Puis il faut les réinviter au bout d'un mois, enfin bon, ça fait du monde. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. Après, vous avez la déclaration d'ouverture de chantier. Donc d'accord, donc la déclaration d'ouverture de chantier, elle se fait normalement dès l'ouverture du chantier. On n'est pas forcément obligé de la faire avant. Alors, on va parler de l'amiante. Parce que je suis personnellement concerné par cette problématique, malgré moi-même évidemment. C'est un sujet qui est quand même relativement important, spécifiquement dans les immeubles de rapport, surtout dans l'ancien. On est très souvent confronté à cette problématique. On a soit tendance à surestimer, soit tendance à sous-estimer. Surestimer parce qu'on se dit du coup que le projet, c'est une catastrophe, c'est plus possible, finalement il y a de l'amiante, j'achète plus. Et tendance à sous-estimer, parfois en disant oh bon ça va, c'est 2 plaques, au pire je me démerderai, ou l'entrepreneur c'est bon, il va se démerder, il va les enlever. Bon, c'est pas aussi simple. Première chose à savoir, et ce que j'ai découvert après que l'inspection du travail soit descendue sur mon chantier, que un diagnostic en fait amiante avant vente, il n'était pas valable pour les travaux.
C'est-à-dire que malgré le fait que vous ayez un diagnostic dans lequel il y aura écrit des éléments, ce document-là ne pourra pas être utilisé pour faire des travaux. Il faut refaire un diagnostic après, qui sera plus précis, avec des prélèvements destructifs, et qui sera totalement exhaustif, qui vérifiera en fait dans l'ensemble de l'immeuble tous les points où il y a potentiellement de l'immeuble, qui va aller en gros chercher dans la colle du carrelage pour voir s'il y a de l'amiante, qui va démonter les linos pour voir si la colle du lino, il y a de l'amiante, etc. Donc on va aller très loin. Ce qui a évidemment un coût complémentaire. Alors, j'ai pas réussi à donner, si vous voulez, un prix à cet élément-là, parce que ça va dépendre du nombre de prélèvements et de la surface. Ce que je sais, c'est que, étrangement, quand j'ai préparé justement cette partie-là, j'ai regardé par rapport à certains clients et par rapport à moi-même sur certains projets. Pour mon cas, pour vous donner une idée, j'ai payé 150 €. Donc rien du tout. Et bizarrement, il n'y a pas eu de prélèvement, alors que le bâtiment était plein d'amiante. Donc aujourd'hui, c'est encore un mystère, je ne sais pas pourquoi. Par contre, voilà, un autre de mes clients en fait a fait cette demande et ce diagnostic du coup avant travaux, qui est à peu près le même que le diagnostic avant démolition. Et lui, ça lui a coûté, pour vous donner une idée, dans les 2000-2500 € quand même. Voilà. Donc ça, c'est juste pour dire, oui, il y a bien de l'amiante. Ensuite, normalement, il faut faire démonter cette amiante. Donc, vous avez soit des entreprises spécialisées, et quand vous allez voir les prix, je pense que vous allez vous dire, du coup, bon, je laisse tomber. Soit vous allez avoir le petit entrepreneur local qui va vous dire, bon, vous inquiétez pas, je vais mettre dans le camion discrètement, et puis j'irai l'enfouir dans mon jardin. Parce que, après, chacun fait ce qu'il veut. Et la troisième solution que j'ai du coup utilisée personnellement, c'est que je me suis démerdé moi-même, et que je me suis occupé de démonter l'amiante sur mon propre bâtiment. Donc j'ai acheté des combinaisons, j'ai acheté un masque, des lunettes, tout l'attirail, quoi. Et du coup j'ai démonté personnellement, avec Émilie, on a démonté... Oui, je vois que tu fais un signe. Ben non, en fait, on voulait pas de preuves vis-à-vis de l'inspection du travail. Donc, mais sachez qu'on a le droit. C'est-à-dire que vous, en tant que particulier, en tant que propriétaire, vous avez le droit même d'y aller en tongs et en short. Vous pouvez démonter votre amiante. On va rien vous dire. Vous prenez, si vous voulez, vous prenez vos propres risques. Donc, on va pas vous embêter pour ça. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, donc ça c'est un premier coût, voilà, qui du coup si vous le faites vous-même, ça vous coûte pas grand-chose, un peu de temps passé. Et par contre, si vous le faites par un professionnel, les prix sont complètement délirants. C'est-à-dire que pour vous donner une idée, quand on va démonter de l'amiante, il faut toute la combinaison de cosmonautes là, et en plus, si vous voulez, vous avez des douches régulières à prendre. Les gens ne peuvent pas travailler plus de tant d'heures d'affilée. Enfin, c'est vraiment très très lourd en fait en termes d'intervention pour les entreprises. Ensuite, il y a la question de l'évacuation. Donc même si nous, on avait fait, par exemple, on avait démonté nous-mêmes, il fallait quand même l'évacuer. On l'a mis dans des sacs, on avait acheté des sacs spécifiques pour l'amiante, on l'a mis dans des grands sacs, et on avait dit, voilà, on a fait le plus gros du boulot, il n'y a plus qu'à le faire évacuer. On était un peu pressé par l'inspection du travail qui nous avait arrêté le chantier du coup, et on dit, on appelle l'entreprise locale que tout le monde nous conseillait, en disant, voilà, je crois qu'il y avait un peu moins d'une tonne. Un peu moins d'une tonne à évacuer. Dans des gros big bags là, qui font un mètre cube à peu près, voilà. Et ils sont venus, ils nous ont fait un prix pour évacuer. Donc il y avait quoi, un peu moins de 10 big bags, je crois. On a eu pour 6 000 €. Donc 6 000 € pour 10 big bags. Donc la pilule a été très dure parce qu'en plus ils nous avançaient 5 000. Après ils nous disaient non mais c'est hors taxe. Donc du coup on a repris 1 000 € encore. Donc là, waouh, c'était très dur. Bon, on s'est dit bon allez tant pis, on continue. Voilà. 3 mois après, l'inspection de travail repasse. Alors, j'ai oublié une petite chose avant ça. C'est que là, vous pensez avoir terminé, vous avez nettoyé votre bâtiment, vous avez évacué l'amiante, et là, on vous dit, attention, maintenant, il faut faire des analyses de poussière dans l'air. Donc, maintenant, vous allez devoir venir, alors vous allez prendre un laboratoire spécialisé, il va venir avec un petit ventilo, d'accord, avec un trépied et un truc grand comme ça pour mesurer en fait la qualité de l'air et le nombre de particules d'amiante dans l'air. Ils vont rester 24 heures, enfin eux ils vont pas rester 24 heures, c'est le ventilo qui va rester 24 heures dans la pièce, et ils vont vous donner les résultats des analyses. La première fois, on a payé 2 500 € pour ça. Juste pour des analyses, il y avait 6 ventilos qui étaient posés et 4 trépieds, voilà. Enfin et 6 trépieds du coup. Donc là, bon déjà, ça faisait une pilule à 7 500 € juste pour l'amiante, en sachant qu'on avait fait tout le démontage nous-mêmes.
Et là, comme je dis, 3 mois après, l'inspection du travail revient et on avait oublié d'enlever quelques plaques. Donc là, c'était la déprime, quoi, en se disant putain, c'est pas possible. Donc il n'y avait pas grand-chose à évacuer. Donc on s'est dit bon, bah, ça va aller assez vite. On l'a fait nous-mêmes. On a redemandé un devis à la même entreprise pour l'évacuation. Et là, il y avait un seul sac. On pouvait le porter nous-mêmes. Donc à 2, on le portait. Donc c'était pas très lourd. Hein. Et il nous a fait un devis à 2000 €. Donc 2000 € pour évacuer un sac qui était grand comme ça. J'ai dit mais c'est pas possible. Enfin, bon, et je n'ai pas pris le choix de l'enterrer dans mon jardin. Je n'ai pas fait ça et je me suis dit putain c'est pas possible. Je vais chercher. Et je commence à chercher sur internet et je regarde s'il n'y a pas des sortes de déchetteries spécialisées pour ça et je me dis bon bah tant pis je vais essayer de le mettre dans la voiture. Je passe un coup de fil dans la ville de Toul. Je pense pas que quelqu'un connaisse. Dans la ville de Toul et c'était à 1 heure de route à peu près du chantier. J'appelle, j'ai dit, bah, écoutez, voilà, je veux savoir si vous travaillez avec les particuliers, et j'ai un big bag, donc je n'ai même pas précisé le poids, je lui ai juste dit que ça faisait 1 mètre cube, en gros, alors que ça faisait beaucoup moins qu'1 mètre cube. Elle m'a dit, bah, écoutez, pour évacuer, donc vous me l'amenez, moi je le traite, pour évacuer ce sac, est-ce que vous avez une idée du coût, des chiffres que vous allez... Ah non, l'amiante à la déchetterie, c'est pas gratuit. Non. Donc oui, ça sera plus que gratuit. En tant que particulier, non, c'est pas gratuit. Bah, les déchetteries ne prennent pas l'amiante. Hein. Ah bah ouais, bah, en tout cas... Non, mais tu vas me déprimer là. Non, mais le problème c'est que les déchetteries vont pas te faire de bons de traitement avec tous les éléments pour transmettre après à l'inspection du travail et ces éléments-là. Donc ça c'est une vraie problématique. Sinon, le problème c'est que moi j'aurais bien enterré dans mon jardin, mais le problème c'est qu'il fallait une preuve pour l'inspection du travail comme quoi je l'avais bien traité. Donc, au lieu de 2000 €, ça m'a coûté 80 €. Voilà. Donc, ça m'a pris 1 heure de route à l'aller, 1 heure de route au retour. Et du coup, bah, j'avais économisé 1900 € dans la journée. Et si, 80 € c'était hors taxe. Voilà. Donc, j'ai payé un petit peu plus cher. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'au final, j'ai failli me faire avoir 2 fois pour le même truc. Et heureusement qu'au dernier moment, j'ai dit, bah, attends, non, c'est pas possible. Et là, j'ai eu un peu les boules parce que du coup, je me suis renseigné, savoir combien j'aurais dû payer ma première tonne. Et on m'a dit, normalement, une tonne, ça coûte 450 €. Voilà. Donc j'ai payé 6 000 au lieu de 450. Voilà, donc bon, bah... Après, ça vous arrive une fois, ça vous arrive pas 2 fois normalement. Ça a failli m'arriver 2 fois, mais donc là, c'est bon. Mais voilà, je voulais quand même partager ce point-là, qui n'est pas forcément un point, je veux dire, hyper important, mais c'est une source d'économie hyper importante. Ça s'appelle Amiante & Co. C'est une déchetterie vachement sympa. Et oui, non, mais c'est bizarre de dire ça. Mais ils font également de la formation. Donc, en fait, vous pouvez aller sur place et vous former pour le retrait d'amiante, etc. Donc, c'est très intéressant. Alors maintenant on va parler des choses qui fâchent un peu, les assurances, les dommages ouvrages, etc. Donc, alors c'est vrai que lorsqu'on va démarrer des travaux, en tant que particulier, on a tendance à penser qu'on a besoin de rien en particulier en termes d'assurance. Normalement, vous êtes dans l'obligation de prendre une dommage ouvrage dans le cas où les travaux sont soit des travaux de construction, donc une construction neuve par exemple, ou de réhabilitation lorsque vous touchez à la solidité de l'immeuble. Donc c'est-à-dire qu'en gros vous faites, j'exagère un peu, mais un trou dans un mur porteur et vous devez prendre une dommage ouvrage. Bah, à quoi ça sert alors en réalité, si vous voulez, vous serez quand même assuré d'une certaine manière. C'est juste une histoire de durée, comment dire, une durée de remboursement. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la dommage d'ouvrage, elle va permettre d'être remboursée en gros très rapidement. Enfin, en tout cas, de pouvoir faire les travaux de réparation très rapidement sans forcément chercher qui est coupable. Donc c'est-à-dire que dans un premier temps, en gros, l'assurance va payer en disant bon, on répare, et après on se démerde de chercher qui est le coupable et on fera payer le coupable. Mais voilà, ça permet de réagir très rapidement. Si vous travaillez, si vous faites tout simplement après des procédures judiciaires, pénales, etc., ça peut prendre des années avant d'avoir finalement l'argent pour faire ces travaux-là. Donc ça, c'est important de le prendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le fait que ça soit obligatoire, peu de gens la prennent, et surtout c'est pas pénalisé. C'est-à-dire que même si vous la prenez pas,
vous ne serez pas pénalisé pour ne pas la prendre, vous n'aurez pas d'amende par rapport à ça. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors, je crois que j'avais noté quelques points par rapport au montant, parce que je n'ai pas forcément l'habitude de parler de prix par rapport à ça. Alors, attendez. Pour vous deux, mais alors, c'est vrai que ça paraît très intéressant, mais les prix, attention, on est entre 3 et 6% du montant des travaux. Donc c'est quand même une grosse somme. C'est quand même un gros montant. Donc même si ça facilite, on va dire, la réhabilitation du bâtiment en cas de sinistre, malgré tout, c'est quand même un gros montant à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il y a peu de gens qui le prennent. D'ailleurs, les assurances perdent malgré tout beaucoup d'argent avec ça. Ils sont très déficitaires par rapport à ces éléments-là parce que c'est une bonne assurance malgré le fait que le prix, malgré le fait que, si vous voulez, que les taux paraissent élevés. Alors, ensuite, donc la tout risque chantier. Alors oui, ce que j'ai oublié de préciser par rapport à la dommage ouvrage, c'est que la dommage ouvrage, normalement, en fait, elle commence qu'à partir de l'année de parfait achèvement. L'année de parfait achèvement, c'est 1 an après la réception des travaux. Et elle dure pendant 10 ans, à partir de la réception. Ensuite, vous avez la tout risque chantier. Alors, la tout risque chantier, elle ne va pas coûter très cher. D'après ce que j'ai pu, toutes les informations que j'ai pu obtenir. Alors moi, je vous dis tout ça, mais je suis le plus mauvais élève puisque je n'ai ni dommage ouvrage ni TRC. Donc voilà. Donc on est sur 0,5% à peu près du montant des travaux d'après les éléments que j'avais et c'est ce qu'on pratiquait, il me semble, quand j'étais encore salarié en tant que conducteur de travaux. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle va couvrir? Elle va couvrir les bâtiments pendant la construction, donc pendant les travaux. Okay. Et elle va couvrir tous les travaux du type, je sais pas moi, les négligences, un incendie, un vol par exemple, une fausse manœuvre, quelqu'un qui va casser un carreau, une vitre, ce genre de choses. Donc ça va vous protéger vis-à-vis de tous ces éléments-là. Voilà. Et ça exclut tous les dommages qui sont déjà assurés finalement par la dommage ouvrage. Alors, ensuite, oui, c'est dommage. Alors, donc, vous avez quoi? Vous allez avoir trois types en fait de garanties. Vous allez avoir la garantie de parfait achèvement, comme je vous disais, qui était valable 1 an après la réception. Alors, c'est pour ça que parfois, alors, je vais parler des chantiers en général. On ne va pas parler forcément que des petits chantiers. Vous allez avoir parfois des entreprises qui vont vouloir très rapidement, par exemple, signer si vous voulez une réception, même s'il y a beaucoup de listes de réserve. D'accord ? Donc les listes de réserve, c'est tous les points qui sont entre guillemets en suspens, qui ne sont pas encore parfaits, qui vont devoir être réparés ou mis en place, en tout cas dans une durée définie par le contrat, c'est-à-dire 2 mois en général. Et pourquoi ? Parce que les garanties en fait partent de la réception et pas de la fin de la levée des réserves. Donc ça c'est important à savoir. Donc c'est-à-dire que parfois l'entreprise voudra dire écoutez, on réceptionne et après je m'occupe de faire ça rapidement, vous inquiétez pas. Lui ça lui permet, si vous voulez, de démarrer plus rapidement son assurance. Donc ça, c'est l'entreprise en gros qui garantit le fait d'aller réparer ce qui ne va pas pendant toute cette phase-là. Ça peut être sur des éléments, ça peut être par exemple une porte qui est mal réglée, une fenêtre qui ferme mal parce qu'elle a un peu bougé, parce que ça prend un peu de temps et ça prend du temps à se régler, ce genre de choses. C'est des bricoles en général. Et après, vous allez avoir 2 types de garanties, la garantie biennale et l'assurance responsabilité professionnelle, donc la garantie décennale, qui vont tout simplement être 2 garanties qui ne vont pas assurer les mêmes types de prestations. Voilà. Il y en a une qui va être en fait sur tous les éléments d'équipement, d'accord, et une qui va être sur toute la partie structurelle et tous les éléments qui consistent dans la solidité de l'ouvrage. Ensuite, bon, là, on n'a toujours pas commencé les travaux. Donc, maintenant, on va parler de l'installation des travaux. Donc là aussi, je suis concerné, puisque j'ai encore été arrêté par l'inspection du travail à cause de ça. Je crois que je ne suis pas trop aimé par l'inspection du travail. Alors, ça vous fait peut-être un peu peur, mais finalement, pour tous les chantiers de plus de 4 mois, normalement, vous devez déjà tout ça. C'est-à-dire que vous devez des vestiaires, des toilettes, des lavabos et des douches.
D'accord. Donc après, les douches, c'est un peu à discuter, puisque comme on note, c'est vraiment pour des travaux qui sont salissants, sur lesquels les gens auraient besoin spécifiquement de se doucher sur place. Mais malgré tout, il vous faut un local spécifique pour les vestiaires, un local spécifique chauffé pour les toilettes, un local spécifique pour les lavabos et la zone de réfectoire en fait. Voilà. Alors ça, c'est obligatoire que pour les chantiers de plus de 4 mois. Pour les chantiers de moins de 4 mois, on a une obligation, voilà, des obligations qui sont beaucoup plus souples. On peut avoir des WC chimiques, par exemple, ce genre de choses, mais sur un chantier de plus de 4 mois, par exemple, les toilettes chimiques, comme on voit des fois, vous savez, les pélicables, enfin, je ne sais même pas si ça existe ici, mais les petites chiottes là, extérieures, ben ça, vous n'avez pas le droit, normalement. Voilà. Et non, vous n'avez pas le droit. On le voit, oui, mais parce que on le voit, mais sur des petits chantiers. Vous avez le droit sur des chantiers de courte durée, de moins de 4 mois. Alors, ensuite... Alors, maintenant on va parler un petit peu du suivi de chantier. Alors, c'est un peu compliqué parce que tout va dépendre de la relation que vous allez avoir aussi avec l'entreprise et avec l'entrepreneur. Donc, les cadences donc du coup le nombre de réunions de chantier que vous allez faire dans le mois ou dans la semaine vont se définir par rapport à la relation et la confiance que vous allez avoir avec cette personne. Pour vous donner une idée, quand moi j'étais conducteur travaux dans le bâtiment, on gérait des projets à peu près entre 1 et 4 millions d'euros, voilà, en travaux. On faisait au maximum une réunion de chantier par semaine, de 2 heures. Voilà. Donc, ce qui est vrai, c'est que c'est pas parce que le chantier fait 3 millions d'euros qu'il y a besoin de moins de vigilance que pour un chantier à 100 000 euros. Non, loin de là. C'est plus finalement la rapidité à laquelle les travaux vont s'effectuer qui vont vous obliger à être présent. C'est-à-dire que s'il faut 3 semaines, si vous voulez, pour poser la cuisine, ça sert à rien de venir toutes les semaines, ce qui paraît logique. Mais c'est-à-dire qu'il faut venir à des moments clés, c'est-à-dire que il faut venir avant qu'ils aient fini de poser, par exemple, tout le doublage pour vérifier qu'il y a bien de l'isolant derrière, que les câbles sont bien gainés, que l'isolant qu'il y a derrière, c'est bien l'épaisseur que vous aviez demandé, ce genre de choses. Alors, n'hésitez pas à parler avec les ouvriers sur place. Donc, en gros, les ouvriers qui sont sur place, il faut que ce soit vos amis. D'accord ? Et les entrepreneurs, non. Non. Vous devez avoir vraiment une relation très différente entre l'entrepreneur et les ouvriers sur place. Alors, sauf quand c'est un artisan qui est tout seul, ça c'est différent. Mais si vous voulez, si vous avez un chef d'entreprise, forcément, il faut garder quand même normalement une certaine distance avec lui dans vos relations, parce que si vous faites trop ami, à un moment donné, vous allez sûrement vous faire avoir. Par contre, avec les ouvriers sur place, c'est ce qui va vous permettre, si vous voulez, d'avoir des petites choses complémentaires, gratuites, on va dire. Voilà. C'est-à-dire, la prise, attention, finalement, est-ce que tu peux m'en rajouter une deuxième, toutes ces choses-là qu'il ne dira pas forcément à son patron et qui va vous faire gracieusement. Et une bonne relation avec des ouvriers sur place, ça veut dire du travail qui est bien fait. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que si le mec il veut pas vous voir et que vous lui serrez pas la main quand vous arrivez sur le chantier, vous pouvez vous dire que ça va pas aller, ça va pas bien se passer. Donc ça c'est tout bête, mais la première chose à faire c'est déjà aller saluer tout le monde sur un chantier. Enfin, déjà dire bonjour à tout le monde, c'est la base. C'est vrai qu'on a tendance à dire on dit bonjour au chef de l'entreprise et après les autres on les regarde à peine. C'est vraiment la première chose à faire, c'est d'abord saluer les ouvriers et après on va saluer le patron. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, et je pense que, et c'est comme ça que je fonctionnais, et je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Alors, lorsque vous faites une visite de chantier, on va revenir encore à la sécurité, il y a différents points à avoir. Bon, premièrement, protection individuelle et collective. Donc c'est quoi ? C'est les chaussures de chantier, le casque, les gants, les lunettes, éventuellement. Alors, faut pas se leurrer, on est sur des chantiers pour des particuliers entre 10 000 et 100 000 euros de travaux, éventuellement, en moyenne, on va être sur des choses qui sont très difficiles à faire appliquer. Voilà. Autant les chaussures de sécurité, on arrive à peu près à le faire appliquer, parce que ça arrive à rentrer un peu dans la tête des gens, autant le casque, c'est impossible. C'est très compliqué, sauf si vous vraiment vous adressez à une entreprise déjà très structurée, avec bon nombre d'ouvriers qui vont avoir une discipline d'enfer, si vous voulez, par rapport à leurs ouvriers. Mais si vous travaillez avec une entreprise avec 4 ou 5 ouvriers, croyez-moi, vous n'en verrez aucun avec un casque. Après,
il y a des manœuvres qui sont dangereuses et qui méritent. Il y en a d'autres où c'est plus contestable. C'est-à-dire que voilà, la personne qui va faire de la peinture, si elle met un casque, bon, franchement, dans un appartement, ça a peu de sens, quoi. Ça va juste le gêner et elle va pas avancer. Donc là, il faut quand même aussi avoir de poids de mesure par rapport à ça. Par exemple, si voilà, ils sont en train de faire un trou avec une pelleteuse dans le jardin et que le mec il est au fond du trou pour récupérer un truc et que l'autre il n'a pas de casque, bon, ça c'est des choses qu'on voit très généralement, mais même sur des très gros chantiers, c'est voilà, aucune protection. Et puis les pires, c'est les vieux. Clairement, c'est les vieux de la vieille qui en plus, quoi, quand tu arrives, tu as 25 ans, tu lui dis bah non, mets ton casque. Et il dit bah attends, tu peux être mon petit-fils, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Moi je sais ce que je fais, c'est mon métier, laisse-moi tranquille. Et on est sur ce genre de choses. Malheureusement, s'il y a des accidents, bah, c'est pour la paume du patron. Et après, le maître d'ouvrage peut être mis aussi en cause. Donc il faut quand même faire attention à ça. Donc je dis protection individuelle, c'est ces points-là. Protection collective, c'est tout ce qui est risque de chute. Donc voilà, vous avez fait un trou pour mettre votre escalier, ben autour il faut mettre un garde-corps, ce genre de choses. Donc c'est des petits réflexes, mais il faut y penser. Voilà. Donc, si je vous dis tout ça, c'est à la fois que je l'ai connu de par mon métier avant, mais aussi que je l'ai été confronté et que je suis confronté actuellement par rapport à l'inspection du travail et par rapport à un dossier qui est finalement un dossier pour des particuliers. Donc on pense que c'est que ce qu'on voit à la télé ou que c'est que pour les très gros chantiers. Non, c'est pas vrai. C'est pas le cas. Voilà. Ensuite, donc pour les réunions de chantier. Alors les réunions de chantier, il faut les faire, il faut être clair, il faut les faire entre vous et l'entrepreneur. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire une réunion de chantier avec les ouvriers. C'est pas votre rôle, c'est pas vous qui êtes conducteur de travaux de l'entreprise. Et vous, votre rôle, c'est juste de dire ben, voilà ce qui va pas. Et c'est tout. Après, ces réunions peuvent être éventuellement déléguées à un maître d'œuvre qui va vous représenter et qui va défendre vos intérêts vis-à-vis de l'entrepreneur. Alors, toutes les réunions de chantier doivent être suivies, donc soit c'est vous qui le faites, soit c'est, comme je dis, le maître d'œuvre, d'un compte-rendu de chantier. Le compte-rendu de chantier, il ne faut pas oublier, il ne faut pas le faire 3 semaines après la réunion de chantier, parce que tout le monde aura oublié tout ce qui s'est dit, et surtout, du coup, il n'y aura aucune action qui sera prise. Parce qu'il ne faut pas oublier que si vous faites une réunion de chantier, que normalement vous avez par exemple 3 entreprises sur votre chantier, qu'il n'y en a que 2 qui sont présentes, bah, l'autre, si vous ne leur avez pas de compte rendu, ne sera pas informé des décisions qui ont été prises. Alors, je ne dis pas que les entreprises lisent tous leur compte rendu. Néanmoins, si vous voulez, pour vous, c'est quand même une trace écrite des décisions qui ont été prises, et s'il ne fait pas de contestation là-dessus, ça peut être un atout lors d'une poursuite, lors de problèmes, si vous voulez, juridiques et avec l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire s'il y a du retard, c'est tout ça. Oui. Alors, oui, c'est vrai que sur un chantier, alors même si déjà faites des photos vous. Voilà, même si vous ne les transmettez pas forcément tout le temps à l'entreprise ou aux entreprises, faites des photos en montrant ce qui ne va pas déjà, hein, et aussi pour vous, pour voir la globalité, voir l'avancement et pouvoir justifier à chaque fois, dire voilà, s'il y a un gros problème par exemple sur un chantier avec un abandon ou avec un très très gros retard et qu'il y a des pénalités en jeu, à ce moment-là on va chercher qui est responsable. Et on va dire, non, le peintre il va dire, mais non, mais le placo il n'était pas posé, je ne pouvais évidemment pas le peindre. Et là, si vous avez des photos, si vous avez tout ça, vous pourrez montrer l'avancement vraiment réel du dossier et savoir où vous en êtes. Donc oui, les photos, c'est important. Néanmoins, il faut aussi des écrits pour expliquer ces photos-là, parce qu'une photo, ça ne donne pas un ordre et ça ne donne pas une action à faire par l'entreprise. Quand vous mettez une action, n'oubliez pas de mettre une date limite, parce que sinon, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Si vous dites il faut faire le placo et que vous ne mettez pas une date limite pour le faire, il ne sera jamais fait.